Le froid m'a frappé comme 1000 aiguilles, transperçant ma peau en même temps. J'étais debout sur le perron, pieds nus, vêtu seulement de ma chemise de nuit en coton fin. La neige tombait drue, recouvrant tout de blanc. Mon souffle sortait en petits nuages qui disparaissaient dans l'air glacé. Derrière moi, j'ai entendu le verrou se fermer. Je me suis retournée et j'ai frappé à la porte des 2 poings. « Thomas! Thomas! Ouvre la porte !» Rien. J'ai continué à frapper avec mes paumes jusqu'à ce qu'elles me brûlent. « S'il te plaît, je vais mourir de froid ici. » Sa voix a traversé la porte, étouffée mais cruelle. « Alors va chez tes parents. Ah, attends, tu ne peux pas. Ils sont morts. J'espère que tu vas geler dehors. » Puis, le silence. Je suis restée là, tremblante, non seulement à cause du froid, mais du choc de ce qui venait de se passer. Mon propre mari m'avait jetée dehors, en plein hiver, presque sans vêtements. La température devait être bien en dessous de 0. Je sentais déjà mes orteils s'engourdir contre le perron gelé. Le vent traversait ma chemise de nuit, comme si elle n'était pas là. J'ai frappé de nouveau à la porte. « Thomas, tu ne peux pas faire ça. Je vais mourir ici. » Aucune réponse. J'ai regardé autour de moi, désespéré. La rue était vide et sombre. La neige recouvrait les voitures, les trottoirs, tout. Le lampadaire au coin de la rue clignotait faiblement. Pas une seule personne dehors. Pourquoi y en aurait-il eu? Il était presque minuit pendant la vague de froid la plus sévère de l'année. Mes dents ont commencé à claquer si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser. Je me suis serrée dans mes bras, mais ça ne servait à rien. Le froid était partout, pénétrant ma peau, mes os. J'ai regardé la fenêtre à côté de la porte. Je pouvais la briser. Je pouvais trouver une pierre et fracasser la vitre et rentrer à l'intérieur. C'était ma maison aussi. J'en avais parfaitement le droit. J'ai descendu les marches du perron en trébuchant, mes pieds nus hurlant contre le sol gelé. J'ai cherché dans le jardin recouvert de neige quelque chose de lourd. Mes doigts devenaient bleus. Je ne les sentais plus. C'est alors que j'ai entendu une porte s'ouvrir. J'ai levé les yeux. La maison d'à côté, la maison de Madame Rousseau. La vieille dame se tenait dans l'entrée, enveloppée dans une robe de chambre épaisse, ses cheveux blancs parfaitement attachés même à cette heure. « Ma petite » a-t-elle appelé, sa voix ferme mais bienveillante. « Viens ici tout de suite. » J'ai hésité. Je la connaissais à peine. Nous avions échangé peut-être une douzaine de mots en 2 ans de voisinage. Un salut par-ci, un autre par-là. C'était tout. « Maintenant, » a-t-elle répété, « avant que tu ne perdes ses doigts. » Je ne sais pas si c'était le froid, le choc, ou simplement le fait qu'elle était la première personne à me montrer de la bonté depuis si longtemps. Mais je suis allée vers elle. Elle m'a tiré à l'intérieur et a fermé la porte contre le vent. La chaleur de sa maison m'a enveloppée comme une couverture. Je suis restée là, dégoulinant de neige fondue sur son sol propre, tremblant si fort que je pouvais à peine tenir debout. Madame Rousseau n'a pas posé de questions, pas tout de suite. Elle a disparu dans le couloir et est revenue avec une épaisse couverture en laine qu'elle a enroulée autour de mes épaules. Puis, elle m'a guidée vers une chaise près du radiateur et m'a dit de m'asseoir. « Je vais faire du thé », a-t-elle dit. « Ne bouge pas !» Je n'aurais pas pu bouger même si je l'avais voulu. Tout mon corps semblait en feu tandis que la chaleur commençait à redonner de la sensation à ma peau. Mes pieds pulsaient. Mes doigts me faisaient mal. J'ai regardé mes mains. Elles étaient rades rouges et à vif d'avoir tant frappé à la porte. Il y aurait des bleus demain, d'autres bleus. Madame Rousseau est revenue avec une tasse fumante et l'a mise dans mes mains. La chaleur semblait divine. « Petite gorgée » a-t-elle dit. « Laisse ton corps se réchauffer lentement. » J'ai hoché la tête et pris une petite gorgée. Le thé était sucré et fort. Il a répandu de la chaleur dans ma poitrine. Madame Rousseau s'est assise en face de moi. Elle n'a rien dit au début.
Elle m'a juste observé avec ses yeux gris perçants qui semblaient tout voir. Finalement, elle a parlé. Cet homme est ton mari. Ce n'était pas une question. J'ai quand même hoché la tête. Et ce n'est pas la première fois qu'il te fait du mal. Encore une fois, ce n'était pas une question. J'ai regardé mon thé. Je n'ai pas répondu. Madame Rousseau s'est légèrement penchée en avant. J'habite dans cette maison depuis 43 ans. Ses murs sont minces. J'entends des choses. Mon visage a brûlé de honte. Tout ce temps, elle avait entendu. Elle l'avait entendu me crier dessus. Elle m'avait entendu pleurer. J'ai aussi vu des choses, a-t-elle continué. La façon dont tu tressailles quand il élève la voix dans l'allée. Les bleus que tu essaies de cacher avec des manches longues en été. Je suis vieille, ma petite, mais je ne suis pas aveugle. Les larmes ont coulé sur mes joues. Je n'ai pas pu les retenir. Je suis désolée, ai-je murmuré. Vraiment désolée de vous avoir dérangé tout ce temps. L'expression de Madame Rousseau s'est adoucie. Tu n'as rien à te faire pardonner, rien du tout. Elle a tendu la main et a tapoté mon genou doucement. Maintenant, écoute-moi attentivement, a-t-elle dit. Mon fils est le patron de ton mari. Il s'appelle Pierre Rousseau. Il dirige le cabinet où travaille ton mari. Je l'ai fixé. Je savais que Thomas travaillait chez Rousseau et un associé. Je savais que c'était un grand cabinet, mais je n'avais jamais fait le lien. Reste ici ce soir, a dit Madame Rousseau. Reste aussi longtemps que nécessaire. Et demain, les choses vont changer. Cet homme va supplier ton pardon avant la fin de la semaine. Je ne savais pas quoi dire. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Comment les choses pourraient-elles changer? Thomas avait tout le pouvoir. Il contrôlait tout. L'argent, la maison, toute ma vie. Mais quelque chose dans la voix de Madame Rousseau m'a fait la croire. Elle parlait avec une certitude tranquille qui ne laissait aucune place au doute. Elle s'est levée et m'a fait signe de la suivre. Elle m'a conduite à une petite chambre d'amis au fond de la maison. Le lit était fait avec des draps blancs propres et une couette épaisse. Ça avait l'air de la chose la plus confortable que j'ai jamais vue. « Repose-toi, a-t-elle dit. On parlera davantage demain matin. » Je l'ai remerciée, même si les mots semblaient trop petits pour ce qu'elle avait fait pour moi. Elle a hoché la tête et s'est retournée pour partir. Puis elle s'est arrêtée à la porte. « Comment t'appelles-tu, ma petite ?»« Sophie, » ai-je dit. « Sophie Mercier. »« Sophie, » a-t-elle répété. « C'est un beau prénom. Il signifie sagesse. Souviens-t'en. » Puis elle a fermé doucement la porte derrière elle. Je suis restée seule dans la pièce silencieuse, toujours enveloppée dans sa couverture, tenant toujours la tasse chaude de thé. Mon corps avait arrêté de trembler, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Comment cela s'était-il produit? Comment ma vie en était-elle arrivée là? J'ai pensé à la dispute qui avait mené à ce moment, le dîner qui était trop froid, l'accusation que je ne l'appréciais pas, sa main attrapant mon bras assez fort pour laisser des marques. J'ai pensé à toutes les disputes d'avant, tous les mots cruels, les humiliations, les fois où il me rappelait que je n'avais plus de famille vers qui me tourner. Il avait raison sur ce point. Mes parents étaient morts il y a 3 ans dans un accident de voiture. Je n'avais pas de frères et sœurs, pas de proches parents. Quand j'ai épousé Thomas, je pensais gagner une famille. Au lieu de ça, je me suis perdue. Je me suis assise au bord du lit. À travers le mur, je pouvais entendre la voix de Madame Rousseau. Elle était au téléphone avec quelqu'un. Je ne pouvais pas distinguer la plupart des mots, mais j'en ai saisi quelques-uns. Demain matin, chez moi, c'est important. Je me suis demandé qui elle appelait. Je me suis demandé ce qu'elle planifiait. Une partie de moi avait peur. Une partie de moi ressentait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. J'ai fini mon thé et me suis allongée sur le lit moelleux. La couette était lourde et chaude. Je l'ai tirée jusqu'à mon menton et j'ai fermé les yeux. Dehors, la neige continuait de tomber. Dans mon ancienne maison,
Thomas dormait probablement déjà, satisfait d'avoir gagné une autre dispute. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas fini. Quelque chose me disait que ça ne faisait que commencer. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil entrant par des rideaux inconnus. Pendant un moment, je ne savais pas où j'étais. La pièce était trop calme, trop paisible. Les draps sentaient la lavande au lieu de l'adoucissant bon marché que Thomas insistait pour que j'achète parce qu'il était en promotion. Puis tout est revenu d'un coup. La dispute, le froid, la porte verrouillée. Madame Rousseau. Je me suis assise lentement, mon corps endolori à des endroits que je n'avais pas remarqués la veille. Mes pieds étaient douloureux et sensibles. Mes doigts semblaient raides quand j'ai essayé de les bouger, mais j'étais vivante. J'avais chaud. J'ai regardé autour de la chambre d'amis. Elle était petite, mais charmante. Il y avait des photographies encadrées sur la commode, un vase de fleurs séché sur le rebord de la fenêtre, une petite bibliothèque remplie de vieux romans. Tout était propre et soigné. C'était le genre de pièce qui vous faisait vous sentir en sécurité. J'ai entendu des bruits venant de quelque part dans la maison, le tintement de vaisselle, le sifflement d'une bouilloire, des sons quotidiens normaux qui semblaient étranges pour moi après si longtemps dans une maison remplie de tension. J'ai trouvé un peignoir posé au pied du lit. Madame Rousseau avait dû le mettre là pendant que je dormais. Il était doux et usé, le genre de peignoir qu'on garde pendant des années parce qu'il semble être comme un câlin. Je l'ai enfilé par-dessus ma chemise de nuit et j'ai ouvert la porte de la chambre. L'odeur du petit déjeuner m'a frappée immédiatement. Des œufs, du pain grillé, quelque chose de sucré comme de la cannelle. J'ai suivi l'odeur jusqu'à la cuisine et j'ai trouvé Madame Rousseau debout devant la cuisinière en train de retourner quelque chose dans une poêle. Elle s'est retournée quand elle m'a entendue. « Bonjour Sophie, comment te sens-tu »« Mieux, ai-je dit. Merci pour tout. » Elle a fait un geste de la main comme si ce n'était rien. « Assieds-toi, mange, tu as besoin de force. » Elle a posé une assiette devant moi. Des œufs brouillés, du pain grillé au beurre, et ce qui ressemblait à des brioches à la cannelle faites maison. Mon estomac a grogné bruyamment. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais mangé. J'étais trop nerveuse pour dîner hier soir, sachant que Thomas rentrerait de mauvaise humeur. J'ai mangé lentement au début, puis plus vite. La nourriture était délicieuse, simple mais parfaite. Madame Rousseau s'est assise en face de moi avec sa propre tasse de thé, m'observant avec un petit sourire. « Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Honnêtement, je ne m'en souvenais pas. « C'est bien ce que je pensais », a-t-elle dit doucement. Quand j'ai eu fini, elle a pris mon assiette et a rempli mon thé à nouveau. Puis elle s'est rassise et a croisé ses mains sur la table. « Maintenant, » a-t-elle dit, « je pense qu'il est temps qu'on parle. » J'ai hoché la tête, même si mon estomac s'est serré de nervosité. « Je t'ai dit hier soir que j'avais entendu des choses à travers ces murs, » a commencé Madame Rousseau. « Des disputes, des pleurs, des choses qui se brisent. Ça dure depuis que tu habites à côté. » J'ai regardé mes mains. La honte brûlait dans ma poitrine. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, » a-t-elle continué. « J'aurais dû frapper à ta porte et demander si tu allais bien, mais je me suis convaincue que ce n'était pas mes affaires. Je me suis dit que tu partirais si c'était vraiment si grave. » Elle a fait une pause. Je me trompais et je m'en excuse. J'ai levé les yeux, surprise. Elle s'excusait auprès de moi. « Ce n'est pas votre faute, » ai-je dit. « Rien de tout ça n'est votre faute. »« Peut-être pas, » a-t-elle dit. « Mais je suis impliquée maintenant et j'ai l'intention de t'aider. » Elle s'est légèrement penchée en avant. « Parle-moi de lui. Parle-moi de ton mari. Je veux comprendre ce à quoi tu as eu affaire. » Je ne savais pas par où commencer. Comment expliquer des années de mariage à quelqu'un en une seule conversation? Comment décrire la façon lente dont une personne peut te détruire jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus? Mais Madame Rousseau a attendu patiemment. Elle ne m'a pas pressée.
Elle ne m'a pas interrompu. Alors je lui ai raconté. Je lui ai raconté comment Thomas et moi nous étions rencontrés à la fête d'anniversaire d'une amie il y a 4 ans. Comment il était charmant et drôle et me faisait me sentir spéciale. Comment il m'apportait des fleurs et m'ouvrait les portes et me disait que j'étais la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Je lui ai raconté comment les choses avaient changé après le mariage. Comment les compliments s'étaient transformés en critiques. Comment le charme s'était transformé en contrôle. Comment il avait commencé à me dire quoi porter, quoi manger, à qui je pouvais parler. Je lui ai raconté pour l'argent comment il me donnait une petite allocation chaque semaine et me faisait rendre compte de chaque centime. Comment il s'achetait des montres chères et des clubs de golf pendant que je portais les mêmes vêtements pendant des années. Je lui ai raconté la colère. Comment il explosait pour de petites choses. Une assiette dans l'évier, une lumière laissée allumée, le dîner servi 5 minutes en retard. Comment il me criait dessus jusqu'à ce que je pleure, puis me disait que j'étais trop sensible. Je lui ai raconté pour mes parents comment ils étaient morts dans un accident de voiture il y a 3 ans. Comment Thomas était venu aux funérailles et avait tenu ma main et promis de prendre soin de moi. Comment il avait commencé à utiliser leur mort contre moi en quelques mois. Chaque dispute se terminait de la même façon. Il me rappelait que je n'avais plus personne, pas de famille, pas d'option, juste lui. Je lui ai raconté les bleus, ceux que je cachais sous des manches longues et des cols hauts. Il faisait toujours attention à l'endroit où il m'attrapait. Jamais le visage, jamais un endroit où les gens pourraient me voir. Quand j'ai eu fini, je pleurais. Je n'avais pas prévu de dire autant. Je n'avais parlé de ces choses à personne, même pas à Claire. Mais une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. C'était comme un barrage qui se rompait en moi. Madame Rousseau m'a tendu un mouchoir et m'a laissé pleurer. « Merci de m'avoir raconté », a-t-elle dit doucement. « Je sais que ce n'était pas facile. » Je me suis essuyé les yeux. Que dois-je faire maintenant? Je n'ai rien. Pas d'argent, pas de famille, nulle part où aller. Il contrôle tout. Madame Rousseau a secoué lentement la tête. C'est ce qu'il veut que tu crois. Mais ce n'est pas vrai. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la cour couverte de neige. Je t'ai dit que mon fils dirige le cabinet où travaille ton mari. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que mon défunt mari a fondé ce cabinet il y a 40 ans. Je peux être une vieille dame tranquille, mais j'ai encore une certaine influence dans cette ville. Elle s'est retournée pour me faire face. J'ai aussi une très bonne avocate, une femme que je connais depuis 30 ans. Elle s'occupe de cas comme le tien tout le temps. Divorce, ordonnance de protection. Elle a aidé des dizaines de femmes à sortir de situations exactement comme la tienne. Je l'ai fixée. Je ne peux pas payer une avocate. Tu n'as pas besoin. Elle me doit une faveur. Plusieurs faveurs en fait. J'ai secoué la tête. C'était trop. Pourquoi faites-vous cela? Vous me connaissez à peine. Madame Rousseau est revenue à la table et s'est assise en face de moi à nouveau. Ses yeux gris étaient impérieux. J'avais un frère autrefois. Il s'appelait Michel. C'était un homme cruel. Il traitait sa femme comme ton mari te traite. Peut-être pire. Elle était restée avec lui pendant 15 ans, espérant qu'il changerait. Il n'a jamais changé. Elle a fait une pause. Elle est morte dans cette maison, tombée dans les escaliers, ont-ils dit. Mais je connaissais la vérité. Tout le monde connaissait la vérité. Mon sang s'est glacé. J'ai juré après cela que je ne resterai plus jamais les bras croisés à regarder ça se reproduire. J'ai rompu cette promesse quand j'ai ignoré ce qui se passait dans ta maison. Je ne la romprai plus. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Tu n'es pas seule, Sophie. Plus maintenant. Je vais t'aider. Mon fils va t'aider. Et quand nous aurons fini, cet homme regrettera chaque chose qu'il t'a faite. J'ai serré sa main, incapable de parler. Pour la première fois en années, j'ai cru que les choses pouvaient vraiment changer. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis des années. Pas de pas à écouter,
Pas de tension dans ma poitrine en attendant que la porte de la chambre s'ouvre brusquement. Pas de marche sur des œufs, juste le silence et la chaleur et le doux son de la neige qui tombait dehors. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, je pouvais entendre des voix dans la cuisine. La voix de Madame Rousseau, calme et mesurée, et une voix d'homme que je ne reconnaissais pas, grave et sérieuse. Je me suis habillée rapidement avec les vêtements que Madame Rousseau m'avait donnés la veille, un pull simple et un pantalon qui appartenaient à sa fille, qui vivait dans une autre région. Il m'allait assez bien. J'ai marché dans le couloir vers la cuisine, mon cœur battant plus vite à chaque pas. Je me suis arrêtée à l'entrée. Madame Rousseau était assise à table avec un homme en costume sombre. Il devait avoir la fin de la quarantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux perçants derrière des lunettes à monture fine. Il avait une mallette en cuir ouverte devant lui et un stylo à la main. Tous les deux ont levé les yeux quand je suis apparue. « Sophie, » a dit chaleureusement Madame Rousseau, « entre, assieds-toi. Voici mon fils, Pierre. » Pierre Rousseau s'est levé et m'a tendu la main. Sa poignée de main était ferme, mais pas agressive. Il m'a regardée avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Pas exactement de la pitié, quelque chose de plus comme de la compréhension. « Madame Mercier, » a-t-il dit, « ravi de vous rencontrer. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. »« Merci, » ai-je réussi à dire, « et merci d'être venu. Je sais que vous devez être occupé. »« Pas trop occupé pour cela, » a-t-il dit. Nous nous sommes tous assis. Madame Rousseau m'a servi une tasse de café sans demander. J'ai enroulé mes mains autour, reconnaissante d'avoir quelque chose à tenir. Pierre a ouvert sa mallette en cuir et m'a regardé directement. « Ma mère m'a raconté ce qui s'est passé il y a 2 nuits. Elle m'a aussi parlé de votre mariage. Je veux que vous sachiez que tout ce que vous me direz reste dans cette pièce. Je ne suis pas là en tant que patron de votre mari en ce moment. Je suis là en tant que quelqu'un qui veut t'aider. » J'ai hoché la tête lentement. « Cela dit, » a-t-il continué, « j'ai quelques questions sur le comportement de votre mari, pas seulement à la maison, mais au travail. Tout ce que vous pourrez me dire pourrait être utile. » J'ai légèrement froncé les sourcils. Je ne sais pas grand-chose sur son travail. Il ne m'en parlait jamais vraiment. Il se plaignait juste parfois. « C'est bon. Racontez-moi ce dont vous vous souvenez. Même les petits détails peuvent à compter. » J'ai pensé aux dernières années. Thomas rentrait en colère la plupart des jours. Il blâmait ses collègues pour tout. Il disait qu'ils étaient jaloux de lui, qu'ils essayaient de le faire mal paraître. Il parlait de s'attribuer le mérite de choses, et je dis lentement. Des projets sur lesquels d'autres personnes travaillaient. Il les présentait comme ses propres idées. Il s'en vantait, comme si c'était malin. Pierre a écrit quelque chose. Il se plaignait aussi d'un homme appelé Laurent. Il disait que Laurent le surveillait toujours, vérifiait toujours son travail. Thomas le détestait. Il disait que Laurent allait ruiner sa carrière. « Laurent Dubois, » a dit Pierre. « C'est l'un de nos comptables principaux, très minutieux. » Thomas le détestait. Pierre a hoché la tête et a continué à écrire. J'ai essayé de penser à autre chose. Puis je me suis souvenu de quelque chose d'il y a environ 6 mois. Il y a eu une nuit où il est rentré très tard à la maison. Il était nerveux, pas en colère comme d'habitude. Il m'a dit qu'il avait dû s'occuper de quelque chose au bureau. Il a dit qu'il avait détruit des documents qu'il n'était pas censé avoir. Pierre a levé brusquement les yeux. A-t-il dit quel type de document? Non, mais il a dit que si quelqu'un découvrait, il serait licencié. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne. Il a dit que c'était ma faute de poser trop de questions. Je me suis sentie malade rien qu'à me souvenir. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup pensé. J'étais juste soulagée qu'il ne me crie pas dessus. Pierre a fermé sa mallette et s'est adossé à sa chaise. « Madame Mercier, je dois être honnête avec vous. Votre mari est sur la corde raide dans mon cabinet depuis plus d'1 an. Nous avons eu des plaintes de plusieurs collègues concernant son attitude, son tempérament et son habitude de s'attribuer le mérite du travail des autres.
mais nous n'avons jamais eu suffisamment de preuves solides pour prendre des mesures sérieuses. » Il a fait une pause. « Ce que vous venez de me dire sur les documents change les choses. Ce n'est pas seulement un mauvais comportement, c'est potentiellement criminel. » Mon estomac s'est serré. Je ne voulais pas lui créer des problèmes. Je voulais juste... « Vous n'avez rien fait de mal, » a dit fermement Pierre. « Vous avez répondu honnêtement à mes questions. C'est tout ce que je vous ai demandé. » Madame Rousseau a tendu la main et a serré la mienne. Pierre a regardé sa montre et s'est levé. « Je dois aller au bureau. J'ai quelques appels à passer et quelques dossiers à examiner. Je vous contacterai bientôt. » Il a de nouveau serré ma main avant de partir. À la porte, il s'est retourné. « Madame Mercier, ce que vous avez fait a demandé du courage. Beaucoup de gens dans votre situation resteraient silencieux pour se protéger. Vous ne l'avez pas fait, ça compte. » Puis il est parti. Je me suis assise à table, mon esprit tournoyant. Tout allait si vite. Il y a 2 jours, j'étais enfermée dehors dans la neige. Maintenant, j'étais assise dans la cuisine de ma voisine pendant que son fils enquêtait sur mon mari pour des crimes potentiels. Madame Rousseau a rempli mon café à nouveau. « Tu t'en es bien sortie, » a-t-elle dit. « Je sais que ce n'était pas facile. »« Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, nous attendons. Pierre fera ce qui doit être fait. Et pendant que nous attendons, nous commençons à planifier ton avenir. » Elle l'a dit si simplement, comme si mon avenir était quelque chose sur lequel j'avais réellement du contrôle. J'ai passé le reste de la matinée avec Madame Rousseau. Elle m'a montré sa maison correctement cette fois. Le salon avec ses grandes fenêtres et ses chaises confortables. La petite bibliothèque avec des étagères pleines de livres. Le jardin à l'arrière, enterré sous la neige maintenant, mais magnifique en été, a-t-elle dit. Elle m'a raconté des histoires sur son mari, décédé il y a 10 ans. C'était un homme bon, a-t-elle dit, travailleur et gentil. Il a construit le cabinet à partir de rien et a toujours traité ses employés comme une famille. C'est pourquoi Pierre prend cela tellement au sérieux quand quelqu'un viole cette confiance, a-t-elle expliqué. Ce n'est pas seulement des affaires pour lui, c'est personnel. Vers midi, son téléphone a sonné. Elle a répondu, écouté un moment, puis me l'a tendu. « C'est Claire de la boulangerie. » J'ai pris le téléphone surprise. « Allô ? Sophie ?» La voix de Claire était tendue d'inquiétude. « Où es-tu ? Est-ce que ça va ? Tu n'es pas venue travailler hier. J'ai appelé chez toi toute la matinée et Thomas raccroche juste au nez. »« Je vais bien, » ai-je dit. « Je suis chez ma voisine. Il s'est passé quelque chose. » »« Quel genre de quelque chose ? » ?»« Sophie, parle-moi. J'ai regardé Madame Rousseau. » Elle a hoché la tête d'un air encourageant, alors j'ai tout raconté à Claire. La dispute, la porte verrouillée, le froid. Madame Rousseau qui m'accueillait. Claire est restée silencieuse un long moment après que j'ai eu fini. « J'arrive, » a-t-elle dit. « Tout de suite. Quelle est l'adresse ?»« Tu n'as pas besoin. »« Sophie, quelle est l'adresse ?» Je la lui ai donnée. 20 minutes plus tard, elle était à la porte, me tirant dans une étreinte serrée. « Je le savais, » a-t-elle dit dans mon épaule. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû insister davantage. J'aurais dû te faire parler. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Ce n'est pas la tienne non plus. Elle s'est reculée et m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Tu ne retourneras pas avec lui, promets-le-moi. J'ai pensé au perron glacé, à la porte verrouillée, à la façon dont Thomas m'avait dit de geler, m'avait dit d'aller chez mes parents morts. Je te le promets, ai-je dit. Et cette fois, j'étais sérieuse. Les jours suivants se sont passés dans une paix étrange. Je suis restée avec Madame Rousseau, dormant dans sa chambre d'amis, mangeant à sa table de cuisine, l'aidant avec de petites tâches dans la maison. Elle ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Elle n'a jamais demandé quand je partirais. Elle m'a juste traitée comme si j'appartenais là. Claire venait tous les jours après son service à la boulangerie. Elle m'apportait des vêtements de sa propre garde-robe puisque je n'avais rien d'autre que la chemise de nuit avec laquelle j'avais fui. Elle m'apportait des produits de toilette, des encas et des magazines.
Elle s'asseyait avec moi pendant des heures à parler de tout et de rien. Pour la première fois en années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais je savais que ça ne pouvait pas durer. Thomas était toujours là-bas. Il avait toujours du pouvoir sur moi. Nous étions toujours mariés. Et tout ce que je possédais était dans cette maison d'à côté. Le 4e jour, Pierre a appelé. Madame Rousseau a répondu au téléphone, écouté un moment, puis me l'a passé. « Sophie, a dit Pierre, je voulais vous informer. Nous avons terminé notre enquête interne ce matin. Sur la base de ce que vous m'avez dit et de ce que nous avons trouvé dans nos dossiers, nous avons mis fin à l'emploi de votre mari, avec effet immédiat. » Je me suis assise lentement, mes jambes soudainement faibles. « Mis fin !» ai-je répété. Oui, la destruction de documents seule a suffi. Mais il y avait plus. Des rapports falsifiés, des fonds de clients détournés, des choses que nous n'aurions peut-être jamais trouvées si vous ne nous aviez pas mis sur la bonne voie. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentait soulagée, une partie de moi se sentait terrifiée. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, cela devient une affaire juridique. Nous avons signalé nos conclusions aux autorités compétentes. Des accusations pourraient être portées, mais cela échappe à mon contrôle. » Il a fait une pause. « Je veux aussi que vous sachiez que les nouvelles circulent vite dans cette industrie. La réputation de votre mari est finie. Aucun cabinet respectable ne l'embauchera après cela. » J'ai remercié Pierre et raccroché le téléphone. Madame Rousseau m'observait attentivement. « C'est fait, » ai-je dit. « Il a été licencié. » Elle a lentement hoché la tête. « Bien, c'est la première étape. » J'ai pensé à Thomas en ce moment. Il était probablement en train de l'apprendre. Peut-être que la sécurité l'avait escorté hors du bâtiment. Peut-être qu'il était assis dans sa voiture sur le parking, abasourdi et furieux. Et alors, il commencerait à chercher quelqu'un à blâmer. Moi. « Il va venir ici, » ai-je dit. « Quand il découvrira ce qui s'est passé, il va venir ici. » L'expression de Madame Rousseau n'a pas changé. « Qu'il vienne. » Je l'ai fixé. Vous ne comprenez pas. Quand il est en colère, il est dangereux. Je ne l'ai jamais vu aussi furieux qu'il va l'être. Perdre son emploi, sa réputation, il va être hors de lui. Sophie. La voix de Madame Rousseau était calme, mais ferme. J'ai eu affaire à des hommes en colère auparavant. Je n'ai pas peur de ton mari. Et tu ne devrais plus avoir peur non plus. Plus maintenant. Je voulais la croire, mais des années passées avec Thomas m'avaient appris à craindre sa rage. Je savais de quoi il était capable. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Vers 15 heures cet après-midi-là, j'ai entendu une voiture freiner brusquement dehors. J'étais dans le salon et je suis allé à la fenêtre sans réfléchir. La voiture de Thomas s'était garée de travers sur le trottoir, une roue sur le rebord. La porte du conducteur s'est ouverte brutalement et il est sorti en trébuchant. Sa cravate était desserrée, ses cheveux étaient en désordre, son visage était rouge de fureur. Il s'est précipité vers sa propre maison d'abord, disparaissant à l'intérieur. Je pouvais l'entendre même d'ici claquer des portes, crier mon nom. Puis il est devenu silencieux. Un moment plus tard, il est ressorti. Il est resté debout sur son perron et a regardé autour de lui sauvagement. Puis ses yeux se sont posés sur la maison de Madame Rousseau, sur la fenêtre où je me tenais. Nos yeux se sont rencontrés. Je me suis reculé rapidement, mon cœur battant la chamade. « Il m'a vu, ai-je dit. Il sait que je suis ici. » Madame Rousseau s'est levée de sa chaise. « Bien, il est temps que nous ayons une conversation avec lui. » Avant que je puisse l'arrêter, elle est allée à la porte d'entrée et l'a ouverte. Thomas marchait déjà à travers la cour, ses poings serrés sur ses côtés. « Où est-elle » a-t-il crié. « Où était ma femme ?» Madame Rousseau se tenait dans l'entrée, bloquant son chemin. Elle faisait 30 centimètres de moins que lui et avait 50 ans de plus, mais elle n'a pas bronché. « Baissez la voix » a-t-elle dit froidement. « Vous faites une scène. » « Je me fiche d'une scène. C'est ma femme et je la veux maintenant. »
Sophie est mon invitée. Elle partira quand elle choisira de partir. Thomas s'est approché davantage, se dressant au-dessus d'elle. Écoutez-moi bien, vieille femme. Je ne sais pas quel mensonge elle vous a raconté, mais ce n'est pas vos affaires. Elle appartient à cette maison avec moi. Sophie appartient là où elle se sent en sécurité, a dit Madame Rousseau. Et clairement, ce n'est pas avec vous. Le visage de Thomas s'est tordu. Vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. Sophie est confuse. Elle est émotionnelle. Elle a besoin de rentrer à la maison pour qu'on puisse régler ça comme des adultes. J'avais déjà entendu ce ton, le raisonnable factice, la voix calme qui cachait la rage en dessous. Il l'utilisait quand il voulait convaincre quelqu'un que j'étais le problème. Mais Madame Rousseau n'était pas dupe. « Je sais exactement de quoi je parle », a-t-elle dit. « Je vous ai entendu lui crier dessus à travers ces murs pendant 2 ans. J'ai vu les bleus qu'elle essaie de cacher. Je sais quel genre d'homme vous êtes. » Le masque calme de Thomas a glissé. Sa mâchoire s'est crispée. « Vous ne savez rien de notre mariage. J'en sais assez, et mon fils aussi. » Cela l'a arrêté. J'ai vu la reconnaissance traverser son visage. « Votre fils ?» a-t-il dit lentement. « Pierre Rousseau, votre ancien employeur. Je crois que vous l'avez rencontré ce matin. » La couleur a quitté le visage de Thomas. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air effrayé. « C'était vous, » a-t-il dit. « Vous avez fait ça. Vous m'avez fait licencier. » Vous vous êtes licencié vous-même. Mon fils a simplement découvert la vérité sur qui vous êtes vraiment. Thomas était resté là à respirer fort. Je pouvais le voir lutter pour se contrôler. Ses mains tremblaient. Puis il a regardé au-delà de Madame Rousseau et m'a vu debout dans le couloir. « Sophie !» Sa voix a changé, s'est adoucie. « Sophie, s'il te plaît, sors juste ici et parle-moi. On peut arranger ça. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je peux changer. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. » J'avais déjà entendu ces mots tant de fois, après chaque dispute, après chaque bleu. Il était toujours désolé. Il promettait toujours de changer, mais il ne changeait jamais. J'ai marché vers l'avant, jusqu'à ce que je me tienne à côté de Madame Rousseau dans l'entrée. « Non », ai-je dit. Thomas a cligné des yeux. « Quoi ?» J'ai dit « Non, je ne reviens pas. Je ne vais pas discuter de ça. C'est fini. » Son visage s'est durci. « Tu n'es pas sérieuse. Tu es juste bouleversée. Tu ne penses pas clairement. » « Je pense plus clairement que je n'ai pensé depuis des années. » Il a fait un pas en avant, mais Madame Rousseau a levé la main. « Ça suffit. Vous êtes sur ma propriété maintenant et je vous demande de partir. »« Ou quoi ?» a grogné Thomas. « Ou j'appelle la police. Et ensuite j'appelle mon avocate. Et ensuite je rappelle mon fils et je lui raconte la façon menaçante dont vous vous comportez envers 2 femmes, dont l'une est âgée. » J'ai vu Thomas regarder autour de lui. Pour la première fois, il a remarqué les voisins. Monsieur et Madame Leblanc d'en face debout sur leur perron, le jeune couple de 2 maisons plus loin, regardant par leurs fenêtres. Tout le monde regardait. La mâchoire de Thomas s'est crispée. Il m'a regardé une dernière fois. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit doucement. Puis il s'est retourné et est retourné à sa voiture. Il est monté, a claqué la porte et est parti à toute vitesse. Madame Rousseau a fermé la porte d'entrée et l'a verrouillée. « Eh bien » a-t-elle dit calmement. « C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. » Je tremblais, tout mon corps oscillait. Mais je l'avais fait. Je l'avais regardé dans les yeux et j'avais dit non. Pour la première fois dans mon mariage, j'avais tenu bon. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus importantes. L'avocate de Madame Rousseau, une femme perspicace nommée Maître Hélène Moreau, a déposé les papiers de divorce en mon nom quelques jours après la visite de Thomas. Elle m'a également aidé à obtenir une ordonnance de protection qui le tenait éloigné de moi, de la maison de Madame Rousseau et de la boulangerie où je travaillais. Thomas a essayé de se battre au début. Il a engagé son propre avocat et a prétendu que je mentais sur tout. Il a dit que j'étais l'abusive. Il a dit que je lui avais volé.
il a dit que j'étais mentalement instable. Mais maître Hélène s'était préparée à tout cela. Elle avait des photos de mes bleus que Claire avait prises sur son téléphone au cours de la dernière année à mon insu. Elle avait des déclarations de voisins qui avaient entendu Thomas me crier dessus. Elle avait le témoignage de Madame Rousseau sur la nuit où il m'avait enfermé dehors. Et elle avait les dossiers de Rousseau et d'associés montrant exactement quel genre d'homme Thomas était vraiment. Le juge l'a percé à jour immédiatement. Le divorce a avancé plus vite que je ne m'y attendais. Thomas n'avait pas l'argent pour continuer à se battre. Sans son emploi, sans sa réputation, il ne lui restait rien. Son propre avocat l'a finalement convaincu de régler juste pour en finir. Je n'ai pas demandé grand-chose. Je ne voulais pas la maison ou la voiture ou aucune des choses chères qu'il s'était achetées au fil des années. Je voulais juste ma liberté. Et je l'ai obtenue. Le jour où le divorce a été finalisé, Claire m'a emmené prendre un café pour célébrer. Nous nous sommes assises dans un petit café du centre-ville et elle a levé sa tasse pour un toast. « Au nouveau départ », a-t-elle dit. J'ai touché ma tasse à la sienne. « Au nouveau départ ». C'était étrange de prononcer ces mots. Pendant si longtemps, j'avais cru que ma vie était coincée, que je n'avais pas d'option, pas d'issue. Thomas m'avait fait croire que je n'étais rien sans lui. Mais j'étais là, assise dans un café par un après-midi ensoleillé, une femme libre. Madame Rousseau m'a aidé à trouver un petit appartement pas loin de chez elle. C'était minuscule, juste une chambre et une cuisine de la taille d'un placard, mais c'était à moi. Mon nom sur le bail, ma clé dans la serrure. Je me suis tenue dans le salon vide ma première nuit là, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Claire m'a aidé à meubler l'endroit avec des trouvailles d'occasion. Un canapé d'une friperie, une table du cousin de Claire qui déménageait, des assiettes et des casseroles des extras de Madame Rousseau. Ce n'était pas chic, mais c'était confortable. Ça ressemblait à un foyer. Je suis retournée travailler à la boulangerie à temps plein. La propriétaire, une femme gentille nommée Patricia, m'a donné plus d'heures et une petite augmentation. Elle a dit que je l'avais mérité. Elle a dit que j'étais l'une des meilleures employées qu'elle ait jamais eues. Je ne m'étais jamais vue de cette façon auparavant. Thomas me disait toujours que j'étais paresseuse, négligente, stupide. Mais Patricia voyait quelque chose de différent. Claire voyait quelque chose de différent. Peut-être que je commençais à le voir aussi. Madame Rousseau est devenue ma famille. Je lui rendais visite tous les dimanches pour le thé, et elle m'appelait 2 fois par semaine juste pour prendre de mes nouvelles. Pierre passait aussi parfois. Il était calme et sérieux, mais il demandait toujours comment j'allais. Il a même proposé de m'écrire une lettre de recommandation si jamais je voulais postuler pour un meilleur emploi. « Vous nous avez aidés plus que vous ne le savez », a-t-il dit une fois. « Le moins que je puisse faire est de vous rendre l'appareil. » Le printemps est arrivé lentement cette année-là. La neige a fondu et les jours se sont allongés. J'ai commencé à faire des promenades le soir après le travail. Quelque chose que je n'aurais jamais pu faire quand j'étais avec Thomas. Il aurait exigé de savoir où j'allais, qui je rencontrais, pourquoi j'avais besoin d'être dehors du tout. Maintenant, je marchais où je voulais. Je respirais l'air frais. Je regardais le coucher du soleil. J'ai commencé à suivre des cours du soir au collège communautaire. Juste un cours au début, une introduction à la gestion. Je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire de ma vie encore, mais je savais que je voulais plus. Plus que la boulangerie, plus que juste survivre. Le cours était difficile. Je n'avais pas été à l'école depuis des années, mais j'ai étudié tous les soirs à ma petite table de cuisine et j'ai réussi l'examen final avec une note dont j'étais fière. Claire a organisé une petite fête dans son appartement quand le semestre s'est terminé. Juste quelques personnes de la boulangerie et Madame Rousseau. Nous avons mangé du gâteau et ri et parlé de l'avenir. « Tu devrais être fière de toi », a dit Madame Rousseau en partant. « Tu as fait beaucoup de chemin. » J'ai pensé à où j'étais il y a seulement quelques mois, gelant sur un perron dans ma chemise de nuit,
frappant à une porte verrouillée, croyant que je n'avais nulle part où aller. J'ai eu de l'aide, ai-je dit. Elle a souri et m'a tapoté la joue. Tu as eu de l'aide, mais tu as fait la partie difficile toi-même. Thomas est revenu une fois de plus. C'était un dimanche après-midi début avril. Je sortais de chez Madame Rousseau après le thé quand je l'ai vu debout sur le trottoir. Il avait l'air différent, plus mince, fatigué. Ses vêtements étaient moités froissés et ses yeux étaient rouges. Je me suis arrêtée sur le perron, mon cœur bondissant dans ma gorge. « Sophie » a-t-il dit. Sa voix était rauque. « S'il te plaît, je veux juste te parler. » Je suis restée où j'étais. « Tu n'es pas censée être ici. Il y a une ordonnance du tribunal. »« Je sais. J'avais juste besoin de te voir. » Il a fait un pas plus près. « J'ai tout perdu, Sophie. Mon travail, ma maison, mes économies. Je loge chez mon frère. Il ne me reste rien. Je l'ai regardé. L'homme que j'avais aimé autrefois. L'homme qui m'avait fait me sentir si petite pendant si longtemps. Je suis désolée pour ce que j'ai fait, a-t-il dit. Je suis désolée pour tout. J'étais en colère et stupide, et je m'en suis pris à toi. Mais je peux changer. Je sais que je peux. Donne-moi juste une autre chance. J'avais déjà entendu ces mots tant de fois, et à chaque fois, je les avais crus. À chaque fois, j'étais revenue. À chaque fois, ça avait empiré. Pas cette fois. Non, ai-je dit. Son visage s'est effondré. Sophie, s'il te plaît. Non, tu as fait ton choix quand tu m'as jetée dans le froid. Tu m'as dit de geler. Tu m'as dit d'aller chez mes parents morts. Tu ne peux pas revenir en arrière sur ça. Il a commencé à pleurer, de vraies larmes coulant sur son visage. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié de lui. Mais alors je me suis souvenu des bleus, des mots cruels, des années de peur. « Adieu Thomas » ai-je dit. « Ne reviens plus ici. » Je me suis retournée et je suis rentrée dans la maison de Madame Rousseau. J'ai fermé la porte derrière moi et l'ai verrouillée. Par la fenêtre, je l'ai vu rester là pendant un long moment. Puis il s'est essuyé le visage, est monté dans sa voiture et est parti. Il n'est jamais revenu. Des mois plus tard, je me tenais à la fenêtre de mon propre appartement, regardant le soleil d'été. Les arbres étaient verts, le ciel était bleu. J'avais un vase de fleurs fraîches sur ma table que j'avais acheté pour moi-même, juste parce que je les aimais. J'ai pensé à la femme que j'étais autrefois, celle qui croyait qu'elle était piégée, celle qui pensait qu'elle méritait la douleur. Elle semblait être une étrangère maintenant. Je n'étais plus cette femme, j'étais Sophie Mercier. Sagesse. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Si vous aussi vous traversez une situation difficile, souvenez-vous, il y a toujours une issue. Il y a toujours des personnes prêtes à aider. Vous n'êtes pas seul. La force dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous avez juste besoin du courage de faire le premier pas. Cherchez de l'aide. Parlez à quelqu'un de confiance. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Votre vie peut changer comme la mienne a changé. Parce que nous méritons tous de vivre libres. Nous méritons tous d'être heureux. Et nous méritons tous une seconde chance pour écrire notre propre histoire.